Nous allons continuer aujourd'hui, comme on avait commencé la dernière fois. On avait commencé avec la description de ce qu'on nommait ces trois niveaux de réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on disait que la réalité s'est basée sur l'oubli. Vous vous rappelez l'oubli de la maille qui sous-tend la réalité, n'est-ce pas? En disant que, effectivement, comme disait Bastien dans son explication, pour ainsi dire, personne ne peut vivre sur un volcan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas qu'on ne puisse pas vivre sur un volcan d'un point de vue métaphorique ou réel, simplement, c'était l'idée de que, quand même, pour vivre, pour exister, il fallait quand même habiter certains niveaux de réalité qui étaient des niveaux très fragiles, qui vont entre l'oubli nécessaire, c'est-à-dire l'oubli nécessaire de quoi? C'est un tout petit peu, on faisait référence à Spinoza en disant un homme libre ne pense en rien moins qu'à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, dans la vie, pour l'amour de la vie, pour pouvoir agir, pour pouvoir être dans les passions joyeuses, etc., il faut quand même un niveau d'oubli, c'est-à-dire oublier ses caractères mortels, des mortels, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est là-dessus, quelque part, on peut carrément opposer un peu, peut-être d'une façon simple, l'éthique de Spinoza à l'être pour la mort d'Heidegger, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose dans lequel, effectivement, l'agir pour Spinoza exige quand même que on puisse être dans la méditation de la vie et de la joie et non pas dans la crainte de la mort, la pensée de la mort. Or, justement, c'est dans cet agir-là, rendu possible par ces niveaux-là d'oubli, que l'agir est possible. Et dans cet agir-là, dans cette joie-là, qu'est-ce qu'il va dire Spinoza? Va dire, eh bien, c'est là où on peut faire l'expérience de que nous sommes éternels, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'être humain fait l'expérience d'être éternel. Alors, éternel ne veut pas dire immortel, ça n'a rien à voir avec mortel ou immortel, justement, c'est en dehors du fait des mortels ou pas mortels. Ça veut dire que l'être humain, et nous, les façons extensives aux vivants en général, des mots différents, euh, pour nous, il est possible d'expérimenter des essences, pour le dire comme ça, qui relèvent d'un hors-temps, n'est-ce pas? L'éternité, ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une phrase très drôle et très intéressante d'Althusser, et que c'est le titre d'un de ses bouquins autobiographiques qui s'appelle L'avenir dure longtemps. L'avenir dure longtemps. Alors là, l'éternité ne dure pas ni longtemps ni peu de temps. C'est un hors du temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous pouvons comprendre cet agir comme la possibilité d'en agir dans des dimensions qui se substraient à la finitude du temps, mais non pas parce que nous pouvons nous soustraire à la finitude, mais parce que nous pouvons participer à ce type de dimension-là. Alors c'est là où l'oubli, pour présenter cet oubli-là, non pas comme l'oubli qui critiquerait Heidegger, n'est-ce pas, l'oubli de l'être, etc., mais au contraire, c'est-à-dire l'oubli comme cet oubli nécessaire pour pouvoir agir. C'est-à-dire un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa vie, c'est une longue méditation sur la joie. Bien. Alors, on mettait donc ces niveaux d'oubli comme un oubli nécessaire, mais qui n'est pas un oubli de refoulement, pour le dire comme ça, n'est-ce pas? On ne refoule pas l'effet de qu'il y a une maille, n'est-ce pas? Il y a une maille de production de cette réalité, mais la maille n'est pas plus la réalité que la dimension d'existence de l'oubli. Toutes les deux constituent cette réalité. Et la maille et cet oubli qui nous permet d'agir, n'est-ce pas? Alors, l'oubli de la maille, ça signifie à la fois, comme on va le voir tout à l'heure avec un texte qu'on va vous présenter, l'oubli de la maille peut être identifié, pour parler d'une façon très simple, à une certaine focale. Quelle est la focale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelle est la bonne focale qui me permet de sortir à la rue,
n'est-ce pas? Alors, par focal, là, je comprends l'effet de dire, bon, je sors à la rue, si je sors à la rue et je pense qu'à n'importe quel moment, un caillou peut, boum, me bloquer une artère cérébrale, ou si je sors à la rue et je pense qu'un pot de fleurs peut me tomber sur la tête, ou si je sors à la rue, vous voyez, c'est-à-dire que, quelle est la bonne focale? Si je sors à la rue en pensant qu'il n'y a aucun danger, aussi c'est dangereux, vous voyez. Donc, quelle est la bonne focale et quelle est cette dimension d'un oubli normal, pour dire comme ça, nécessaire dans tous les cas, dans un certain rapport dynamique avec la maille, dont il constitue l'oubli. Donc l'existence, pour ne pas être dans les passions tristes, pour ne pas être dans la répétition, hein, dans le cas, pour parler d'un point de vue clinique, eh bien, exige qu'il y ait un niveau d'oubli, mais que ce ne soit pas un oubli de refoulement. Alors, la dernière fois, on situait, c'est juste pour faire un petit rappel à partir où on va partir aujourd'hui, la dernière fois, on évoquait un deuxième niveau d'oubli, qui était ce qu'on pouvait présenter comme la croyance dans le réalisme. Pourquoi? Parce que le réalisme est cette déviation de la réalité dans laquelle on oublie l'oubli, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi qu'on oublie l'oubli? On oublie qu'à vrai dire, au fait, bon, on fait comme si on n'était pas mortel, on fait comme si, on agit comme si il n'y avait pas de danger, c'est-à-dire qu'on n'est pas obsédé par les dangers, mais l'oubli de l'oubli, c'est quand tout à coup, on prend ce qui se présente à nous dans l'immédiat comme une réalité saturée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'alors là, il n'y a aucune maille, il n'y a absolument rien qui mette en cause, qui fasse vibrer, qui provoque des failles, qui émergent des failles, qui fasse émerger des failles dans la réalité. L'oubli de l'oubli, c'est cette vie dans une sorte de normalité, n'est-ce pas? C'est l'homme et la femme normale, c'est la pathologie de l'homme et la femme normale qui croit que le haut est en haut, le bas est en bas, qu'un homme est un homme, une femme est une femme. Il y a une certaine croyance très très forte dans une sorte de taxinomie, n'est-ce pas, dans laquelle on dit un homme est un homme, une femme est une femme, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire les biens, les mal étaient mal, n'est-ce pas? Une sorte de morale comme ça figée, au rapport figé au monde, qui est quand même ce qui constitue effectivement la pathologie de l'homme et la femme normale, qui, dans une rigidité assez mortifère, tourne le dos au devenir situationnel qui fait que ce n'est qu'en situation qu'on peut plus ou moins individuer, individuer des différentes entités, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'homme, la femme normale est quelqu'un qui est convaincu que les choses sont comme elles sont dans toute situation, n'est-ce pas? Alors, cet homme et la femme normale, effectivement, sont ceux qui aujourd'hui posent problème parce qu'effectivement, dans notre société, il y a une énorme souffrance causée par cette exigence de normalité, hein, il faut être normal. Comment se manifeste cette exigence de normalité? Se manifeste par cette exigence d'un bon fonctionnement, hein, c'est-à-dire un bon fonctionnement. Il faut bien fonctionner, il faut être performant, il faut être un winner, etc., etc. Un exemple de ce fonctionnement qui se détache de l'existence, n'est-ce pas, est donné par l'exemple de ce qu'on connaît comme les performances en général et les performances sportives. Il s'avère qu'un ami m'a demandé de participer au jury de son HDR, et son HDR en biologie est par rapport aux critères des performances en sport de haut niveau, hein. Et quelqu'un est un chercheur qui travaille avec les athlètes de haut niveau. Et donc, c'est tout un travail par rapport au travail en biologie, un travail scientifique, par rapport aux performances de haut niveau. Alors, juste, pas pour commenter l'HDR, qui est un travail très, très, très bon qu'il a fait, mais il y a un point qui nous regarde par rapport à l'homme et la femme normale et sa pathologie, c'est qu'on voit que dans les sports de haut niveau, mais c'est un peu, disons, un paradigme par rapport au fonctionnement en général de la société dite normale, dans les sports de haut niveau, on voit que petit à petit,
le désir, l'envie de performance, petit à petit va prendre la place et déloger le sport en question. C'est-à-dire que petit à petit, il n'y a aucune place pour exercer ce sport-là. Vous voyez, c'est un tout petit peu ce qui se passe dans les conservatoires à la française, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans les conservatoires de musique à la française? C'est-à-dire ces entreprises pour dégoûter nos jeunes de la musique, vous voyez? C'est-à-dire que quand vous entrez au conservatoire, la seule chose importante, c'est l'étape suivante. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les concours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des surplaces. On ne peut pas explorer, les niveaux, la dimension dans laquelle nous sommes. La seule chose importante, c'est les dépassements, n'est-ce pas? C'est comme ça que deux choses. D'une part, effectivement, on va construire sur du vide, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, il y a un tas de gens que c'est ce qu'on appelle les bêta-concours. Vous voyez, une bêta-concours, c'est-à-dire c'est ce qu'on vous apprend, les gens qui par malheur passent par Sciences Po, n'est-ce pas? Dans Sciences Po, ils vous apprennent cette sorte de performance vide. Hein, c'est-à-dire c'est l'école des sophistes, hein, c'est l'école des sophistes dans laquelle vous devez être capable de soutenir A, et après on fait comme ça et vous soutenez non A, n'est-ce pas? C'est-à-dire que finalement vous apprenez un fonctionnement qui se détache petit à petit de tout contenu, n'est-ce pas, de tout contenu. Alors, dans la bête à performance, ce qui se passe dans les sports, n'est-ce pas, c'est que finalement, quelqu'un qui arrive à être très, très performant est quelqu'un qui, de moins en moins, a quelque chose à faire avec la discipline concrètement, parce qu'il n'habite pas la discipline. Petit à petit, il va être dévié de la discipline à la performance. N'est-ce pas? Bon, alors donc l'homme et la femme normale, sans être très performants en général, quand même sont dans cette pathologie qui détachera, qui va détacher petit à petit le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'existence, hein, c'est-à-dire d'exister, de faire de surplace, d'être là. Hein. Alors donc on établissait la dernière fois ces trois niveaux, hein, c'est le niveau de la maille, pour dire comme ça, qui s'articule dans une consonance avec ce niveau d'existence de l'oubli, et ce troisième niveau qui est le niveau de l'oubli, du réalisme de l'homme et de la femme normale. Et on disait, pour finir un tout petit peu le rappel de la dernière fois, on disait qu'à ce niveau-là de l'oubli, s'ajoutait un troisième niveau aujourd'hui de l'oubli, n'est-ce pas, qui est le divertissement. Qui est le divertissement. Hein, on disait que, effectivement, aujourd'hui, il y avait quand même cette sorte d'engouement pour les séries, les jeux vidéo, tout ce qui permet de vivre une vie comme si on était en tôle, je sais pas, n'est-ce pas? Et même quand on est en tôle, c'est pas si sordide que ça. C'est-à-dire en comptant les jours qui nous restent, en tuant les temps, en occupant les temps, comme si les temps étaient un contenu vide qu'il faut l'occuper, qu'il faut les remplir, n'est-ce pas? Alors donc il y a ce niveau qui aujourd'hui attaque énormément ce qu'on va présenter comme l'essence commun, hein, c'est ce que la dernière fois on commençait à présenter déjà comme l'essence commun, c'est-à-dire que ce niveau du divertissement qui dit vous devez trouver du plaisir, vous devez vous divertir, n'est-ce pas? Et si vous marchez dans la rue, vous ne marchez plus dans la rue, vous êtes en train de, avec votre smartphone, en train de voir combien de pas vous avez fait par rapport à l'autre qui a fait le même trajet, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette sorte de capture du cerveau, hein, capture du cerveau par tous les mécanismes de récompense à niveau même des neurotransmetteurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui font qu'en permanence, ce que vous êtes en train de chercher, c'est cette sorte de divertissement qui nous éloigne de le lieu, l'espace que notre corps occupe dans un ici et maintenant de notre existence. Bon. Alors, la dernière fois, on avait commencé à articuler ceci avec ce qu'on pourrait nommer les instances de l'agir, hein, c'est-à-dire les dimensions d'un agir, en disant, bon, mais finalement, qu'est-ce qu'est un agir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que se différencie d'un agir et qu'est-ce qui peut déclencher l'agir, hein? Alors, par rapport à cette dimension de l'agir, on présentait la dernière fois la tentation
de s'étagir sur la condition de la pensée critique, la pensée théorique, n'est-ce pas? On disait, eh bien, toute notre culture est fondée depuis quelques siècles sur l'impératif cartésien et kantien de que agir est un agir rationnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est cet idéal, non, qui a construit la modernité occidentale, de qu'un homme, une femme libre et un homme, une femme qui agit au-delà des pulsions de son corps, au-delà des déterminations de son corps, c'est-à-dire qui peut agir dans cet décrochage des dématérialisations, comme on dirait aujourd'hui, dans lesquelles on pourrait effectivement être maître et possesseur, comme dirait l'autre, n'est-ce pas, de la nature et de sa nature, parce que agir serait un agir non capturé en rien par les déterminations matérielles, corporelles, etc. Alors donc, cette ambition, ce désir tellement fort occidental qu'on définissait comme une utilisation déraisonnable de la raison, n'est-ce pas? Une utilisation déraisonnable de la raison, dans laquelle on pense qu'effectivement, la pensée critique, pour nommer comme ça la pensée rationnelle, n'est-ce pas? La pensée critique, critique dans le sens d'une séparation qui permet une analyse rationnelle, n'est-ce pas? Que la pensée critique pourrait guider nos pas, n'est-ce pas? Et on présentait un tout petit peu le sens commun comme ce sens qui apparaît, cette dimension qui apparaît comme en résistant, non, en lestant la pensée, les orientations de la pensée critique, parce que les sens communs, beaucoup trop proches du corps, beaucoup trop proches des sensations, n'est-ce pas, non orientés, non ordonnés comme une pensée rationnelle, c'est-à-dire que dans les sens communs, effectivement, les énoncés et les sensations sont contradictoires, complexes, multiples, n'est-ce pas, non polarisables. Alors on voyait comment dans notre culture occidentale, eh bien, on a toujours opposé cette pensée rationnelle, hein, qui devait dominer et s'opposer à ces sens critiques, à ces sens communs, que lui, il est commun parce qu'il y a quelque chose de partagé des corps agencés, n'est-ce pas? Mais que c'est surtout ce qui relève de mon expérience corporelle, n'est-ce pas? C'est que je ressens, c'est-à-dire que par rapport aux théories, aux hypothèses de la pensée critique, on pourrait dire que les sens communs, ce sont ces dimensions qui s'occupent de la vie qui va avec, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on construit avec l'équerre et les compas des modes de vie, des morales, des exigences, etc. Et les sens communs s'occupent de la vie qui va avec. Alors, ce qui se passe très souvent, c'est que les sens communs, dans cet excès de rationalisme, construit systématiquement, tous les siècles, le XXe siècle est rempli de ça, construit toutes ces utopies, non, de comment on doit vivre individuellement, comment on doit vivre socialement, non, et qui en permanence apparaissent en opposition avec ce que notre corps expérimente et qui relève quand même d'un sens commun, qui relève d'un sens commun. C'est-à-dire, on voit bien par exemple que les philosophies de la conscience et les philosophies platoniciennes, eh bien, on a beaucoup du mal à imaginer comment on peut construire un quotidien, comment on peut construire un quotidien qui correspond à ce type d'idéologie, à ce type de théorie, parce que dans ce type de théorie construite d'après la conscience, d'après la pensée rationnelle, etc., eh bien, il y a quelque chose qui est d'une intolérance au corps. C'est pourquoi Foucault va écrire dans son intervention sur utopie et dystopie que toute utopie se base sur la haine des corps. Alors, nous avons choisi un petit passage pour vous lire, pour vous présenter, parce qu'effectivement, chez la tendance, disons, platonicienne, celle qui va opposer les mondes des idées, les mondes des archétypes au simulacre qui sont les corps, effectivement, il y a cette fameuse apologue de la caverne, le mythe de la caverne, n'est-ce pas, qui systématiquement
va être enseigné, on va réfléchir par rapport à la caverne. Alors, on va vous présenter un petit texte pour commencer les séminaires d'aujourd'hui à partir de cette mythe de la caverne. Alors, Bastien va vous expliquer d'où il sort ce texte. Ce que je vous demanderai, c'est d'essayer de voir si, sans attendre la fin, d'intervenir au fur et à mesure, d'accord? Alors, donc, je passe la parole à Bastien qui va vous expliquer d'où il sort ce texte. Oui, alors effectivement, comme le disait Miguel, petit moment promotion, publicité. Vous le savez, on l'a déjà dit, il y a un bouquin qui va sortir, un ouvrage qui va sortir au mois d'avril qui s'appelle Nouvelle figure de l'agir. Bon, qui est un gros boulot, qui est plutôt un bouquin de philosophie un peu lourde, en tout cas où on parle d'ontologie. Et là, c'est vrai qu'entre-temps, on s'est lancé sur un ouvrage pour le pommier, qui va s'intituler a priori, sauf changement de dernière minute, mais il n'y a pas de raison, le retour de l'exil. Voilà, et qui, justement, aux surprises, évoque les dimensions dont on parle là depuis déjà une ou deux séances dans le séminaire, de l'articulation entre le sens commun et la pensée critique. Tout ça de façon un peu plus légère que ce qu'on a pu faire précédemment, en tout cas en essayant aussi de s'appuyer, d'illustrer les problématiques que pose cette articulation sur la pandémie et sur la gestion notamment de la crise du Covid-19. Voilà. Alors, dans le cadre de ce bouquin, et c'est un travail que justement on est en train de... Enfin, un travail, c'est plutôt un exercice, voire même un jeu auquel on s'est prêté pas plus tard que cet après-midi avec Miguel. Et notamment donc en revenant sur ces philosophies platoniciennes et cette utopie finalement de placer la vie sous les lumières de la raison. On a repris l'allégorie de la caverne. Alors l'allégorie de la caverne, je pense que vous connaissez tous, puisqu'il n'y a pas un seul lycéen français qui, au cours de son parcours dans le système éducatif, n'a pas à un moment eu l'occasion, avec plus ou moins de plaisir, de se pencher sur ce fameux passage de la République de Platon. Et voilà, on va pas dérouler redécrire le dispositif tel que Platon le décrit. Mais en gros, vous savez qu'on apprend aux élèves ainsi que depuis près de 2300 ans, il y a des prisonniers qui sont enchaînés au fond d'une caverne et que ces pauvres condamnés sont contraints de façon un peu sadique à regarder des ombres s'agiter sur les parois de leur monde souterrain, et que le pire finalement dans leur malheur, c'est que justement ils ne savent pas que ces ombres en fait ne sont que les spectres, le reflet en tout cas de l'ombre portée de marionnettes qui sont agitées depuis le sommet de la caverne et éclairées par un feu placé également sur les hauteurs. Alors voilà, on s'est amusé finalement à se dire, et si Platon, et comme nous-mêmes, on avait qu'une expérience, vous savez, dans le collectif, on aime bien comprendre en intériorité les choses, cette compréhension, incarner des corps. Donc on s'est dit un peu, comme on a une expérience très limitée de la vie dans une caverne, on s'est dit, si Platon aujourd'hui devait finalement écrire son allégorie, quel dispositif il imaginerait? Alors, on a fait le pari qu'il prendrait sans doute une référence. Alors, je ne sais pas à quel point la vie dans une caverne était commune à l'époque de Platon, mais en tout cas, il y a un dispositif qu'on connaît tous à peu près, qui est celui de la salle de cinéma aujourd'hui. Donc, je vais vous demander d'imaginer un peu, alors même si elles sont fermées en ce moment, mais d'imaginer une salle obscure, une salle de cinéma remplie de spectateurs, et de faire un petit effort d'imagination en voyant d'un seul coup un spectateur qui se lèverait sans raison apparente, on pourrait dire pris dans une sorte de sursaut de rationalisme, et qui opérerait un demi-tour et se placerait face au faisceau lumineux du projecteur qui donc envoie les images sur l'écran. Donc il tourne le dos à l'écran, il fait face au faisceau lumineux.
Et alors là, qu'est-ce que nous dirait Platon dans cette situation-là? Donc, en fait, on a interprété et on a évidemment un peu simplifié tout, je dirais, le cheminement que fait Platon dans l'allégorie. Donc, Platon, qu'est-ce qu'il nous dirait? Ben, il nous dirait qu'évidemment, une fois que ce brave spectateur se serait retourné face au faisceau, eh bien, évidemment, il serait ébloui au départ, hein, il serait ébloui et évidemment, il ne pourrait pas distinguer les objets et que dans un premier temps, l'image qu'il aurait dans les yeux lui semblera moins vraie que les images qui précédemment s'imprimaient sur l'écran. Alors, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, un peu l'air. Et alors, on imagine que passer ce premier moment d'éblouissement, et toujours animé par cette espèce d'élan rationaliste, eh bien, un peu comme le prisonnier dans la caverne, eh bien, notre spectateur va entreprendre l'idée de se hisser, de gravir jusqu'à la cabine du projectionniste. Et là, qu'est-ce que finalement nous dirait Platon dans ce dispositif? Eh bien, c'est que là encore, notre brave spectateur aura évidemment besoin d'un certain temps pour s'habituer de l'obscurité à la clarté, mais que finalement, au bout d'un long moment, au bout d'un effort, tout ça va lui demander un effort, eh bien, il va pouvoir distinguer la lumière du projecteur qui, pour lui, aura l'éclat du soleil. Et après cela, il en viendra à conclure au sujet du soleil, eh bien que, en tout cas, la lumière, et la lumière diffusée par le projecteur, eh bien que finalement, c'est bien de cette lumière c'est bien cette lumière qui fait les saisons, qui fait les années, qui gouverne tout dans le monde visible et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses spectateurs assis à côté de lui dans la salle de cinéma. Donc là, si on suit toujours un peu l'idée de Platon, eh bien, on imagine ainsi qu'une fois affranchi finalement du sens commun, il appartient désormais à la caste de ceux qui savent, à la caste de ceux qui savent que les images qu'ils voyaient défiler sur l'écran, en réalité, ces images ne sont que des chimères, que des illusions, et qu'elles proviennent bien de ce projecteur qui est à la source de la réalité. Alors, si là encore on tisse un peu le fil de cette métaphore entre la caverne et la salle obscure, eh bien, on imagine que ce spectateur grisé par la connaissance de la vérité, évidemment, il acceptera plus de vivre dans la tromperie du film, des images projetées sur l'écran. Et dès lors que il a désormais la connaissance des fils qui tissent la maille de la réalité, eh bien, ça y est, il est affranchi des illusions, affranchi des récits et des idéologies. Et d'une certaine manière, c'est la structure du projecteur, la connaissance de la structure du projecteur qui l'aura éveillé. Et le voilà désormais éveillé, affranchi et riche d'une connaissance et que les autres spectateurs, eux, ignorent, toujours aliénés dans leur ignorance. Et finalement, là encore, si on s'amuse un peu à plagier Platon, on pourrait dire qu'après son ascension vers le monde intelligible, eh ben, il comprend que cette lumière qui vient de la cabine de projection, est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence, et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. Alors, on continue encore avec le parallélisme avec la caverne. Notre bras spectateur, évidemment, le poids de cette vérité l'incommode au quotidien, hein, comme elle peut incommoder encore aujourd'hui bon nombre de platoniciens, mais il se sent investi d'une mission prophétique et il va retourner dans la salle obscure pour entreprendre ce travail d'éveil des autres spectateurs. Alors, imaginez un peu quelqu'un comme ça qui, une fois qu'il a compris que les images qui défilent sur l'écran, en fait, ne sont que des ombres projetées depuis, ne sont finalement que des chimères, des illusions qui viennent de la cabine de projection. Eh bien, imaginez notre spectateur qui commence comme ça à interpeller les autres personnes dans la salle, qui demande à ce qu'on arrête
la projection et qui explique à tout le monde qu'en réalité, tout ce qu'il voit ne sont que des illusions. Alors, je ne sais pas, Miguel, si là-dessus, on peut déjà faire un commentaire. Bien. Alors, au fait, l'idée que vous verrez, la rédaction dans le livre, en fait, l'idée, c'est un tout petit peu de présenter cette un tout petit peu boutade autour de la position platonicienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on, on considère depuis toujours en Occident, n'est-ce pas, comme je disais tout à l'heure, cette idée de qu'il y aurait un niveau de réalité que dans la vie quotidienne, pris dans nos corporités, dans nos croyances, etc., une vérité que quelqu'un devrait nous dévoiler. Alors effectivement, l'idée, comme le raconte Bastien, hein, c'est-à-dire de dire, bon, qu'est-ce qui se passerait donc avec un spectateur qui dirait, je veux connaître la vérité, n'est-ce pas, et il découvre qu'au fait, il y a une cabine de projection et que c'était pas vrai qu'il y avait là un bonhomme, une bonne femme en train de faire des choses sur l'écran, qu'à vrai dire, non, qu'à vrai dire, ce sont des ombres. Non. Alors, nous, on a voulu comparer la position platonicienne, et ridiculiser quelque part, c'est moquer un tout petit peu la position platonicienne en disant, eh bien, cette idée de connaître la vérité par rapport au simulacre, je vous rappelle que pour Platon, si on garde un peu le côté un peu comique de la salle de cinéma, pour Platon, les simulacres sont justement ces corps-là qui sont là, n'est-ce pas, en regardant des ombres et qui ignorent la vérité qui sont les archétypes, etc. Eh bien, nous, on se dit, comment ça serait, est-ce que c'est possible une vie, est-ce que c'est impossible une vie à travers cette connaissance des mécanismes de la maille. Hein, si on dit que la réalité se fonde sur l'oubli de la maille, on dit, mais est-ce que c'est possible de vivre une vie en connaissance seulement ordonnée par quelques connaissances théoriques sur la maille? Est-ce que c'est possible une vie qui, effectivement, décollerait du sens commun? Eh bien, nous voyons que si pendant au moins 2 siècles ou 3 siècles, l'Occident a parié sur la raison raisonnante pour sortir de l'erreur du corps, oui, les illusions du corps, eh bien aujourd'hui nous voyons une nouvelle proposition dans la postmodernité. La nouvelle proposition de ce monde des vérités est donnée par l'idée de que, par exemple, les cerveaux et les mécanismes cérébraux seraient cette vérité des mécanismes de production de la réalité, n'est-ce pas? Et que notre vie subjective, notre moi, notre intersubjectivité, nos sensations, eh bien, ça serait du côté un tout petit peu de l'illusion. Et que la vérité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit la vérité, ça serait les circuits cérébraux, n'est-ce pas? Alors, par exemple, on dit qu'un mélancolique, quelqu'un qui est dans une pathologie mélancolique, donc une dépression très très profonde, et quelqu'un qui, dans la psychanalyse, on va dire, c'est quelqu'un qui souffre une sorte de perte d'objet idéal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les mélancoliques ont un vécu d'une perte d'objet idéal et que rien dans le monde peut se substituer à ce deuil impossible, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de tristesse absolue et que le mélancolique va refuser toute proposition d'aller mieux, pour le dire comme ça, parce que aller mieux, commencer à élaborer un deuil, impliquerait une trahison à cet objet idéal primaire perdu, n'est-ce pas? Donc, il y a une jouissance, on dira d'un point de vue psychanalytique, il y a une jouissance que le mélancolique ne veut pas négocier. Pourquoi? Parce que s'il négocie un peu cette jouissance pour vivre un peu mieux, il trahit cet objet idéal que, bien que perdu, il reste son seul rapport avec un absolu.
pas? Disons que ça, c'est grosso modo la compréhension analytique de la mélancolie. Eh bien, les neurosciences arrivent et ils disent, mais pas du tout, hein, c'est-à-dire la position mélancolique est due à une chute très importante des sérotonines, par exemple, et d'autres neuromédiateurs. Et le problème, c'est qu'il y a un problème à niveau des neuromédiateurs et tout le reste est un pur imaginaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on voit comment, à l'idéal de rationalité dont la psychanalyse fait partie, n'est-ce pas, à l'idéal de rationalité de la modernité, et ben, il va, va être substitué, va le suivre un autre idéal de rationalisme qui est, alors celui-ci, celui de connaître la maille, vous voyez. C'est-à-dire que, alors là, on connaît les mécanismes de la maille. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que tout à coup, moi, si je ne vais pas vivre dans l'erreur, je dois savoir que tout ce que je peux imaginer, tous les récits, toute ma subjectivité, ça fait partie donc des ombres projetées sur le mur de la caverne ou sur l'écran du cinéma. Moi, je dois connaître les mécanismes du projectionniste, n'est-ce pas? Je dois connaître les mécanismes du projectionniste et toute action pour corriger le tir, ça va être une action, donc non pas dirigée au niveau des significations, des sens, d'imaginaire, il doit être adressé à ce que dans la petite histoire qu'on a inventée, touche à la cabine du projectionniste. Alors, c'est là où nous pouvons voir cette séparation que la postmodernité va substituer à la séparation cartésienne et kantienne de la modernité. Il va substituer, il va choisir, si l'un choisit effectivement de construire bien un récit, n'est-ce pas, l'autre va dire, eh bien non, c'est-à-dire, on doit s'occuper des mécanismes. Hein, on doit s'occuper des mécanismes. Alors, effectivement, c'est là où la question de quel agir va se poser. Pourquoi? La question de l'agir va se poser parce qu'on considère dans les deux cas que le sujet de l'agir se sépare, est extérieur à cette réalité composée et intégrée. Je ne sais pas si tu veux continuer. Sur l'agir. Tac, tac. Oui, alors pour continuer un peu sur notre salle de cinéma, donc voilà, imaginez le spectateur qui redescend de sa salle de projection vers la salle de spectacle. Et finalement, il se mettra à faire un peu ce que Platon avait imaginé avec son prisonnier de retour de la caverne. Finalement, il va essayer d'expliquer aux spectateurs crédules qu'ils doivent désormais ordonner leur vie d'après la réalité révélée. Et alors, finalement, dans notre cas, on pourrait dire que c'est un peu la vérité révélée, comme aujourd'hui certains partis peuvent, ou en tout cas à la manière du parti, du comité central, ou aujourd'hui à la manière du conseil scientifique. Alors évidemment, lorsque Platon décrit, enfin, en tout cas imagine ce retour du prisonnier dans la caverne, qu'est-ce qui se passe? Les autres prisonniers prennent celui le condamné qui est de retour, le prennent pour un fou. Le prennent pour un fou, et Platon laisse peu d'espoir quant à ses chances de succès, et il prédit qu'il sera tué, qu'il sera mis à mort. Alors, nous, évidemment, on n'imagine pas que ce spectateur qui reviendrait pour expliquer tout le dispositif de projection, toute la génération de lumière à l'origine des images qu'il prenait pour la réalité et qui n'étaient que des spectres en provenant de la cabine de projection. Bon, on n'imagine pas aujourd'hui qu'on mettrait à mort ce spectateur imprudent, mais évidemment, tout le monde risque de prendre assez mal l'interruption, et notre brave spectateur courageux risque évidemment d'être dégagé du cinéma sans ménagement. Et alors, finalement, l'exégèse ou la morale qu'on pourrait essayer
tirer de cette histoire. Enfin, on se pose la question de la morale, finalement, qu'on pourrait aujourd'hui écrire à partir de cette histoire. Alors là, je vous lis de manière un peu plus littérale ce qu'on écrit. Hein. Comme les lycéens, nous nous posons la question de la morale de cette histoire. Faut-il en conclure qu'il est préférable de ne pas évoquer la réalité dans une salle de cinéma au risque sinon de perdre sa place, voire sa tête ou son chapeau? Pour celui qui veut vivre dans la vérité des archétypes propres aux géomètres, mieux vaut qu'il ne se risque pas en dehors des salons feutrés mais non moins très radicaux des maoïstes lacaniens. Sans doute, avant de répondre à cette question, est-il nécessaire de se demander ce qu'on appelle vérité ou réalité. Et si nous reprenons la définition que nous avons donnée de la réalité, comme oubli de la maille, nous pouvons peut-être comprendre que la réalité est composée certes du projectionniste et de sa machine, mais aussi de l'écran et de l'image, ainsi que l'oubli auquel se prêtent les spectateurs. Sans cet oubli, aucune réalité ne peut exister. Tout agir est sous condition d'habiter ces dimensions fragiles et subtiles de la réalité. Et là, on peut revenir sur les deux écueils qu'évoquait Miguel. Hein. Il y a deux écueils qui peuvent mettre en danger cette réalité. Donc on l'a vu, hein, le premier finalement c'est celui du spectateur qui revient de son voyage vers le monde intelligible. Et c'est l'écueil du prophète qui va dénoncer l'oubli. Hein. C'est celui cette position un peu du spectateur conscientisé qui va tourner le dos à l'écran pour regarder avec un œil suspicieux le projectionniste. Le deuxième écueil, ça serait celui, comme on le disait, évoqué par la position du réaliste, qui, dans son oubli de l'oubli, va croire à la substantialité des images qui défilent sur l'écran. Et voilà. Alors là, on peut imaginer que dans ce réalisme naïf, pour peu que le film qu'on diffuse à l'écran comporte un méchant qui s'attaque à une gentille héroïne, sa réaction, évidemment, ça va être de se jeter sur la toile pour abattre le méchant et puis tenter de séduire l'héroïne. Voilà. Et au bout du compte, finalement, ces deux écueils, ces deux figures, s'opposent à la réalité en s'attaquant à la vie même. Oui, la dernière fois, en commençant à évoquer la question qui nous intéresse du sens commun par rapport à la pensée critique, on faisait référence à la situation actuelle, n'est-ce pas? Vous savez, on disait que pour la première fois, peut-être dans l'histoire, hein, des millions de personnes et des millions de personnes ont une confrontation avec les modes de production des théories scientifiques, n'est-ce pas? Alors, effectivement, c'est-à-dire on entend les gens très surpris en disant « mais il y a les professeurs en tel qui dit ça, l'autre professeur dit ça, à qui croire ?» n'est-ce pas? À qui croire? Et d'autre part, de la part du pouvoir, il existe une instrumentalisation de la production scientifique, de la recherche scientifique, pour légitimer ces positions. Alors, on va dire, effectivement, qu'est-ce qu'il sait l'homme et la femme de la rue? Et l'homme et la femme de la rue, il ne peut rien savoir. La seule façon qui existe comme réponse à cette légitimation abusive d'une vérité comme vérité scientifique, chose qui effectivement est contradictoire avec toute activité de production des savoirs scientifiques, qui ne peut pas se valider d'une vérité, non? Parce qu'effectivement, il doit être déjà réfutable, conflictualisable pour pouvoir rester dans le champ scientifique. Eh bien, pour opposer à cette légitimation abusive de la part du pouvoir, des pouvoirs et des gouvernements qui disent on parle au nom de la science, vous devez nous écouter parce qu'on parle au nom de la science, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est une sorte de caricature de la caverne. Il y a ce que vous ressentez, ok, mais il y a la vérité scientifique. Pour s'opposer à ça, il y a cette autre pseudo-rationalité qui est la pseudo-rationalité complotiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout à coup, il va apparaître un sens. Il va apparaître un sens. Alors, ces sens-là sera les sens cachés. Hein? C'est le sens caché. Il y a un sens caché
avec un élément paranoïde très fort, hein, c'est-à-dire il y a un sens caché, il y a un pilote dans l'avion, n'est-ce pas? C'est-à-dire le complotisme est très très optimiste, très anxiolytique, hein, parce que les complotismes, même s'ils parlent de projets horribles menés depuis les ténèbres, eh bien le complotisme garde dans son cœur un noyau très très optimiste qui est de dire il y a un pilote dans l'avion, hein, c'est-à-dire un pilote dans l'avion. C'est pas vrai qu'on ne sait pas, c'est pas vrai qu'on est dans une situation inédite dans laquelle on n'a aucune idée qu'est-ce qui peut résulter, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Eh bien, ce n'est pas vrai. Soyez tranquilles, il y a des méchants qui maîtrisent tout ça. Mais effectivement, l'optimisme du complotiste se base dans l'idée de que, méchant ou gentil, il y a une cabine de projection, il y a un poste de commande, il y a un lieu depuis lequel on produit la réalité. N'est-ce pas? On voit cette nécessité du complotiste d'adhérer à l'idée de qu'il y a un lieu de production de cette réalité, de production rationnelle de la réalité. Eh bien, de l'autre côté, c'est que le pouvoir va dire, pour l'opinion du sens commun, c'est de dire, mais vous ne savez rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous ne savez rien. Alors, elles disent, il y a les vaccins, n'est-ce pas? Il y a les vaccins comme solution. Et alors, elles disent, mais vous, si vous vous opposez au vaccin, si vous doutez du vaccin, mais vous doutez juste par ignorance, parce que qu'est-ce que vous en savez? Alors, c'est là où nous voyons la reformulation de cette contradiction entre une pensée critique qui se prétend capable de regarder les mécanismes de production, n'est-ce pas, et de nommer ces énoncés à partir du mécanisme de production de la réalité, qui s'oppose à ces sens communs, à ces croyances, à ces vécus qui est délégitimé parce que ce vécu-là n'est pas ennobli, n'est pas produit d'après les lois de la production de la pensée critique, d'après les lois de la rationalité. Alors, nous sommes convaincus qu'un problème central de notre époque est qu'effectivement, d'une part, la pensée critique, elle est très mal armée pour produire non, la raison pure est très mal armée pour produire, même y compris des énoncés vraiment rationnels. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui manque, c'est ce que Leibniz appelle la preuve de la compossibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la théorie produit, le niveau théorique produit des théories qui énoncent des possibles, comment la vie devrait être, comment la vie pourrait être, mais avec cette maladie de la pensée rationnelle qui est le rationalisme, qui décolle absolument des corps jusqu'à arriver au niveau de l'utopie comme haine des corps. Or, notre question, c'est si nous voulons avoir une pensée qui conçoit un fondement réel à la démocratie, la seule possibilité que nous avons, ce n'est pas de dire comment instruire les peuples pour qu'il y ait une parole sensée d'un point de vue logique, d'un point de vue d'un savoir de type tautologue, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment faire pour que le Kidam ait un savoir sur les nanotechnologies, sur les OGM, sur la démographie, sur les trous de la couche de sang, sur l'économie. Effectivement, cette idée-là du citoyen tautologue, pas seulement est une chimère, mais elle est stupide. Or, cette idée de l'impossibilité de citoyen tautologue, c'est ni plus ni moins celle qui a fondé aujourd'hui la légitimité de la technocratie bureaucratique qui gouverne les pays, le monde, n'est-ce pas, qui est cette idée fondée en logique, disons, par ce qu'on a connu il y a quelques dizaines d'années par le groupe des 10. Hein. Je vous rappelle hein, l'idée du groupe des 10 qui était chapeauté par Jean Petitot à l'époque. Il participait Rocard, participait Edgar Morin, donc des gens quand même très très intéressantes. Eh bien, l'hypothèse de base du groupe des 10 était
la complexité du monde est devenue telle que l'homme et la femme de la rue ne peuvent plus décider rationnellement parce qu'ils ne peuvent pas connaître sur cette complexité-là. Alors donc la proposition de ces groupes-là, qui est plutôt un groupe plutôt progressiste, etc., eh bien la proposition était qu'effectivement c'était aux techniciens, c'était aux gens qui savaient de décider de devenir de la société, de devenir des sociétés. Hein. C'est-à-dire, c'est les technocrates qui doivent décider. À cette idée quand même de que ce sont des technocrates qui seraient au courant, non, des techniciens au courant qui devraient décider, va venir s'ajouter et potentialiser cette hypothèse antidémocratique avec l'utilisation aujourd'hui généralisée des les algorithmes et les big data qui, en établissant des corrélations, en processant des milliards de données par seconde, etc., apparaissent comme la seule instance possible de décision. Alors, donc, il y a cette idée de qu'est-ce qu'il peut savoir le brave bonhomme, la brave bonne femme de la rue. Il y a cette idée de que pas seulement le technicien sait et peut décider, mais à laquelle vient s'ajouter cette force énorme de que les techniciens doivent décider, mais doivent décider ni plus ni moins qu'aidés ou orientés par ces machines à penser, cette intelligence artificielle, qu'elle serait en condition, effectivement, de donner des orientations justes pour l'agir des sociétés et des individus. Alors, effectivement, cette machine-là d'intelligence artificielle serait d'autant plus fiable, on peut lui faire confiance, d'autant plus que ce sont des machines sans corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette dite intelligence artificielle, elle serait d'autant plus à faire confiance qu'ils n'ont pas de corps, vous voyez, c'est-à-dire ils n'ont pas ces corporéités soumises au devenir, ces simulacres dans les termes platoniciens, qui sont soumis aux pulsions, aux désirs, aux contradictions et aussi au fait de vieillir, avoir des maladies, à la corruption, pour reprendre les termes de Platon, c'est-à-dire les corps sont soumis à la corruption en tant que les idées éternelles, elles, échappent, n'est-ce pas? C'est-à-dire alors une vie comme il dit un philosophe maoïste et platonicien français, une vie d'amitié avec les nombres, il dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je suis ami avec les nombres parce que être ami avec des corps, entre les corps, ça, c'est très suspect. Eh bien, de notre point de vue, le défi est de dire, mais qu'est-ce qu'ils savent, les corps? Qu'est-ce qu'ils savent, les corps? Qu'est-ce qu'ils savent, l'essence commun? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut opposer à ce rouleau compresseur de la technocratie aujourd'hui algorithmisée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut opposer? Qu'est-ce qui peut opposer un bonhomme, une bonne femme? Qu'est-ce qui peut opposer un corps avec son vécu? Qu'est-ce qui peut opposer à cette machine rationaliste, n'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, l'image de l'opposition, de cette opposition, ça serait, disons, la résistance, n'est-ce pas, pourrait commencer comme un niveau zéro au premier niveau de la résistance, serait le niveau de Bartleby l'escribe, vous voyez, dans le roman de Maleville, Bartleby l'escribe. Qu'est-ce qu'il dit Bartleby? Vous vous rappelez, Bartleby dit dans cette formule de traduction française qui dit « je préfère ne pas ». Vous vous rappelez, dans son bureau, son patron, son chef, lui dit de faire des choses, et Bartleby, il dit « je préfère ne pas ». Je préfère ne pas les faire. Mais jamais il va dire Bartleby pourquoi il préfère ne pas les faire. Alors, ce premier niveau, bien entendu, je préfère ne pas, dans la logique du bon fonctionnement de l'homme normal, est absolument aujourd'hui délégitimé. Pourquoi? Parce que l'homme normal, il doit être d'accord, et il est malheureusement d'accord, avec les bons fonctionnements performants, n'est-ce pas? Alors, si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord parce que
comme ça fonctionne moins bien que comme je le propose. Vous comprenez? C'est-à-dire que toute proposition de résistance et d'alternative est piégée dans l'œuf de nos jours parce que d'emblée, toute contestation serait censée de proposer quelque chose qui fonctionnerait dans le même régime que le régime de l'oppression, qui est le régime de pur fonctionnement. C'est-à-dire que si moi je m'oppose à la répression, comme les 2 dernières soirées, des sans-papiers, etc., à la République, si je m'oppose à ça, à la violence policière, eh ben, tu t'opposes à la violence policière, d'accord, mais qu'est-ce que tu proposes pour résoudre les problèmes de l'immigration? Vous voyez? Et donc, c'est là où on est piégé. Parce que, c'est-à-dire que déjà, l'immigration est posée comme un problème à résoudre, non pas comme une réalité qui est là, n'est-ce pas? Une réalité qui est anthropologiquement vieille comme le monde, c'est-à-dire toujours les groupes humains ont migré. Alors, on est piégé dans ce fonctionnement parce qu'on est tenu, pour avoir une idée alternative, on est tenu de déjà appartenir au club, pour dire comme ça, déjà être d'accord avec l'idée d'un bon fonctionnement. C'est quelque chose que, pour prendre d'autres exemples, dans la psychiatrie, par exemple, ça fait très longtemps que malheureusement, on ne voit pas émerger des tendances alternatives au contrôle psychiatrique, à l'idée des cures comme normalisation. On ne voit pas émerger d'autres alternatives parce que toutes les alternatives, petit à petit, ont été capturées par l'idée de je peux arriver au même objectif par une autre voie. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un tout petit peu cette idée de non-alternative que Mme Thatcher avait exposé, la théorie des non-alternatives au néolibéralisme. Eh bien, non-alternative à la norme qui voit l'ensemble de la vie individuelle ou sociale comme des mécanismes de fonctionnement, mais que tous viseraient au même objectif. Or, l'objectif du fonctionnement est le fonctionnement lui-même. Voyez, c'est-à-dire que l'objectif de fonctionnement est profondément nihiliste. Et c'est un tout petit peu ce que j'ai présenté tout à l'heure avec l'exemple de la performance sportive, quand tout à coup, l'objectif de la performance sportive n'est plus le sport en soi, mais la performance. N'est-ce pas? La performance. Alors, dans cet nihilisme du pur fonctionnement, eh bien, ce qui est perdu absolument, c'est la légitimité d'une altérité, n'est-ce pas? C'est le propre du monde algorithmique, c'est le propre de ce monde de la hyper-rationalité algorithmique, c'est la non-altérité. Hein, la non-altérité, c'est-à-dire, il n'y a pas un autre. Hein. Là, Barthélemy, quelque part, hein, est un tout petit peu comme la radiographie de l'altérité. C'est-à-dire que Barthélemy, il n'a pas besoin, il ne s'emmerde pas à dire non parce que. Hein, Barthélemy, il représente une altérité des faits. Eh bien, vous imaginez bien que cette altérité des faits, aujourd'hui, pas seulement, elle n'est pas légitime, n'a aucun droit de citer, hein, et effectivement apparaît comme pathologique ou l'opposition sera identifiée comme terroriste, etc., mais à écraser. Alors, une fois encore, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui peut être, pour garder l'exemple de Barthélemy, qu'est-ce qui peut fonder les je préfère n'est pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, la demande, ça serait de dire qu'est-ce qui peut fonder un je préfère n'est pas? Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut fonder une altérité qui est une altérité non pas par rapport à la méthode de fonctionnement, mais une altérité dysfonctionnante, une altérité qui est au-delà du fonctionnement. C'est-à-dire que Barthélemy ne va pas dire à son chef de bureau, à son patron, ne dit pas non, je préfère ne pas faire les choses comme ça parce que je préfère les faire comme ci. Lui, il évoque dans sa radicale résistance, dans sa radicale opposition, il évoque une sorte de tout autre. Il est tout autre.
n'est-ce pas? Il est tout autre. Il ne rentre pas dans dans les grilles de la rationalité, à l'occasion dans le roman, du fonctionnement de ces petits bureaux que dit, entre parenthèses, euh, Melville ne se donne pas les mal de nous expliquer qu'est-ce qu'il faisait dans ces bureaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est jamais trop clair qu'est-ce qu'il devait faire, et ça me semble que ce n'est pas en détail, n'est-ce pas? N'est pas en détail, parce qu'effectivement, dans la vie de l'homme normal, ce qu'on fait souvent n'a aucune importance, n'est-ce pas? L'important, c'est de les faire et dans une norme et dans des horaires et d'une façon représentable, comptable, n'est-ce pas? Alors, Bartleby, voilà, il s'oppose. Alors, une fois encore, la question c'est, mais qu'est-ce qui peut fonder? Qu'est-ce qui peut fonder ces non-fonctionnements? C'est là où je faisais référence à cette pauvreté de la psychiatrie actuelle, n'est-ce pas, qui ne trouve pas autre alternative que les voies de normalisation possibles du fou, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire avec le fou, c'est les normaliser méchamment, les normaliser gentiment, euh, si on ne peut pas les normaliser, l'enfermer, mais paradoxalement, la folie dans notre société de la haute pathologie du normal, eh bien, la folie apparaît comme un noyau de résistance style Bartleby, vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fous représentent effectivement une sorte d'opposition apparemment infondée. Apparemment infondée. C'est-à-dire, il ne dysfonctionne pas, il ne fonctionne pas, il est ailleurs. Et c'est là où aujourd'hui, c'est presque impossible d'avoir une lecture, une compréhension, non, une cohabitation avec ces noyaux de folie. C'est là où aujourd'hui, effectivement, la revendication, la compréhension de cet autre savoir, ces savoirs du sens commun, les savoirs sur lesquels on travaille avec Bastien en ce moment, eh bien, ces savoirs sur le sens commun, effectivement, passent par une sorte de nouvel éloge de la folie. Un nouvel éloge de la folie. Parce qu'effectivement, il n'y a que la folie, il n'y a que la folie qui aujourd'hui peut apparaître comme ce qui est le tout autre de tout fonctionnement. De tout fonctionnement. Vous voyez? C'est-à-dire que la folie est la seule chose qui aujourd'hui échappe à la norme ou le barbare éliminé. Vous voyez, c'est-à-dire, si quelqu'un s'oppose, est un terroriste ou un pédophile, n'est-ce pas? Il y a une comparaison comme ça entre terroriste et pédophile, dans le sens que le terroriste, par essence, est celui qui élimine des personnes comme ça, hein, élimine n'importe qui pour porter un message, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'utilise le terrorisme dans ce sens-là, est effectivement une des formes réactionnaires les plus profondes qui existent, parce que c'est l'utilisation carrément des êtres humains, n'importe qui, pour faire passer un message, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les terroristes, au-delà des justifications qu'il imagine avoir pour son acte, effectivement, le terroriste, son acte est un acte au plus haut point de ce qu'on pourrait appeler une position réactionnaire, d'utiliser la vie des gens comme une monnaie d'échange. Alors, ceux qui sont en dehors des fonctionnements, soit sont des terroristes, soit les pédophiles. Et tous les deux apparaissent comme la figure qui attaque une population d'enfants, une population de nous tous comme des enfants sans défense, qu'il faut qu'ils nous défendent. Mais pour nous défendre, nous devons accepter de nous normaliser. Si nous ne nous normalisons pas, nous ne pouvons pas être défendus. Alors, une fois encore, l'idée c'est, au-delà de cette demande infantile comme ça d'être défendu par rapport à ceux qui savent, parce que nous ne savons pas. Mais la question quand même profonde est de dire, mais qu'est-ce que nous pouvons opposer à cette position du technocrate? Qu'est-ce que nous pouvons opposer? L'autre jour, j'écoutais sur France Info un journaliste
qui parlait sur les tests de dépistage de Covid, effectivement, il disait, mais finalement, qu'est-ce que je peux savoir? Eh bien, c'est la question, effectivement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux savoir? Si on n'était pas dans ce dispositif si merdique comme ça, j'aimerais bien, mais on va essayer quand même, de voir si est-ce que quelqu'un peut donner un tout petit peu, au moins un début de réponse. C'est-à-dire, Alors, hein? alors j'ai une première demande de prise de parole de Jérôme. Jérôme, si vous voulez rallumer votre micro. Vous voulez que je fasse? Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon, on vous entend, Jérôme. Ok. Ouais, bon, oui. Alors, je voulais intervenir sur autre chose, mais du coup, je suis un peu coincé par rapport à la question de Miguel. Du coup, je vais passer sur ce que je voulais dire un peu. J'avais fait une expérience, moi, parce que mon ami croit à l'homéopathie, par exemple, et moi, pas du tout, en fait. J'avais une tendance à voir les choses très rationnellement, en me disant, bah non, il n'y a pas de preuve scientifique, donc qu'est-ce que tu vas croire l'homéopathie? On s'est un peu pas disputé, parce que qu'est-ce qu'on devait faire avec nos enfants? Et j'avais suivi un peu de cours de zététique pour apprendre à penser rationnellement tout ce que je fais dans le monde, en fait, pour essayer d'éliminer tous les biais cognitifs que je peux avoir, en fait. Et j'étais un peu embêté entre ce que dit Miguel sur le côté ressentir le monde et que aussi l'autre a une part aussi de vérité. Et moi qui étais dans mon affirmation rationnelle de bah non, l'homéopathie ça marche pas, et donc pourquoi est-ce que j'en donnerais à mon gamin? Et j'avais fait l'expérience d'aller dans une foire où il y avait plein de sciences ésotériques, quoi. Donc il y avait du soin par les lumières, il y avait l'homéopathie, il y avait plein de récits, en fait, plein de récits de gens qui, par des récits, voulaient soigner les gens, en fait. Et j'avais proposé pendant un stand où j'exposais la rationalité, en fait. Donc j'avais été sur le site de l'INSERM et j'ai été voir pour chacune de ces, entre guillemets, sciences, qu'est-ce qui avait été proposé, enfin, qu'est-ce qui avait été validé par des essais, en fait, par des tas d'essais. Donc, qu'est-ce qui avait résisté parmi les croyances, ces différentes croyances. Et je leur disais, bah voilà, vous proposez de soigner, en fait, par rapport à ce que moi j'appelle des récits, enfin des récits de ma petite lumière. Voilà ce qui est proposé, ce qui est validé en fait par des expériences, voilà, des expériences qui ont été menées plusieurs fois et là, ça a résisté, c'est-à-dire que le réel a résisté les théories ont résisté au réel, enfin ont tenu le choc en fait, et pas force. Et je m'étais dit, bah en fait, on peut peut-être faire cohabiter les deux. Enfin, parce que moi-même, je cherchais à cohabiter ma rationalité avec une croyance de l'homéopathie, avec un récit du monde. Et d'un autre côté, ce que propose Gérald Bronner et d'autres esthéticiens, qui est d'essayer de penser en oubliant le corps au maximum et en oubliant ces biais cognitifs qu'on peut avoir. Et un peu comme vous ça, j'ai été très embêté de ça. Alors, j'ai plutôt proposé d'arriver à faire vivre les deux, comment dire, à les faire cohabiter quelque part, en disant, bah voilà, il y a ça, scientifiquement, pour l'instant, on peut faire des essais, ça donne ça. De notre côté, il y a des récits qui sont malheureusement souvent basés sur rien, mais si ce n'est que la preuve de la personne qui dit, bah, ça m'a fait du bien. Et j'ai les deux, et voilà, il y a les deux, bah, débrouillez-vous, quoi, en fait. Voilà. Oui. Alors, en réalité, aujourd'hui, on est dans un moment historique assez particulier dans lequel, justement, il y a beaucoup de récits et de croyances qui ont tendance même à délégitimer toute l'expérience scientifique en disant que la science est un récit parmi d'autres récits, n'est-ce pas? C'est-à-dire en disant que finalement, entre la pratique scientifique et la magie, par exemple, bon, ce sont deux récits différents. C'est là où l'interrogation de dire, mais d'où sort, quel est le régime, quelle est la validité, n'est-ce pas, des croyances du sens commun, de ce que nous vivons, ce que
C'est pour ça que la fameuse phrase que je cite toujours de Proust, n'est-ce pas? Il dit « Les faits ne pénètrent jamais dans les mondes où ils vivent nos croyances », n'est-ce pas? À moi, ça me semble lumineuse, cette phrase. Parce qu'effectivement, il va mettre les croyances à côté de la vie, où ils vivent nos croyances. En tant que les faits, il va les mettre de côté d'une certaine rationalité. Hein. Alors, de ce point de vue-là, la question de mais qu'est-ce qu'ils savent, ces corps? Eh bien, la réponse actuelle est tellement dichotomique, tellement séparée, qu'on est dans un moment de grande ignorance. Parce que d'une part, il y a cette prétention scientiste, pas scientifique, scientiste, n'est-ce pas, et rationaliste, pas rationnel. Le rationalisme est cette utilisation des raisonnables de la raison, de la même façon que le scientisme est une idéologie imaginaire qu'on colle sur des pratiques scientifiques. Hein. Alors, effectivement, d'une part, il y a le scientisme et le rationalisme, et de l'autre part, il y aurait dans ce dispositif un peu manichéen, il y aurait une tas de croyances, de l'obscurantisme. Le problème, c'est que le rationalisme et le scientisme, ils sont des croyances. Chose que ça ne veut pas dire que les pratiques scientifiques et la pensée rationnelle soient des croyances. Effectivement pas. Mais le rationalisme et le scientisme, qu'on confond beaucoup trop avec la pratique scientifique, effectivement, sont des croyances. C'est qu'aujourd'hui, les gouvernements essayent de faire passer comme des dictats de la science, à vrai dire, c'est instrumentalisé comme du scientisme, n'est-ce pas? C'est instrumentalisé comme du scientisme, ne serait-ce que par le seul fait que les pratiques scientifiques étant par essence multiples, contradictoires, eh bien, elles peuvent émettre une hypothèse, mais elles ne disent pas la vérité. La science ne dit pas la vérité. Alors, la question, une fois encore, c'est, eh bien, d'accord, mais qu'est-ce qu'il sait, l'équidame qui dit, parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui, aujourd'hui, de façon pas complotiste, pas obscurantiste, dit, finalement, moi, le vaccin, me vacciner comme ça, par un vaccin qui arrive comme ça, je préfère ne pas, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas vrai ce qu'ils disent les porte-paroles du gouvernement, etc., qu'ils disent ça c'est les anti-vaccins, ça c'est les obscurantistes. Non, la vérité c'est qu'il y a une masse énorme, mais énorme de gens qui par rapport au vaccin, ils disent je préfère ne pas. Or, face à eux, il y a un rouleau compresseur comme ça, un rouleau compresseur qui dit mais comment tu préfères ne pas? Ça n'existe pas ça. Vous comprenez? Il n'y a pas le droit de citer, il n'y a pas le droit d'existence, les je préfère ne pas. Et alors, c'est là où cette position de je préfère ne pas, c'est celle que pour nous, il faut quand même étudier, analyser et développer et, de notre point de vue, ennoblir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible cette caricature dans laquelle, soit avec des affirmations scientistes, non, qui dit la science sait, et voilà, la science. Voilà. Et de l'autre côté, l'obscurantisme, soi-disant, complotiste, qui, effectivement, comme tout mensonge, comme écrivait Guy Debord, la vérité est toujours un moment du mensonge, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un bon mensonge doit avoir quelques vérités incorporées pour se tenir. Alors, effectivement, quand d'un point de vue complotiste, on dit oui, mais il y a tous les lobbies, il y a tout ce qu'on va gagner des industries pharmaceutiques, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. C'est vrai qu'il y a des lobbies, c'est vrai qu'il y a des intérêts énormes. Donc, on est partagé entre des messages absolument scientistes linéaires et des messages complotistes. Et c'est pourquoi il n'y a pas la place aujourd'hui, c'est cette position de je préfère ne pas. Et je préfère ne pas par rapport à quoi? Qu'est-ce qui peut fonder ça? Une première piste, effectivement, est celle de la tradition spinoziste qui nous sort de cette contradiction. N'est-ce pas? Pour Spinoza, dans ces trois genres de connaissances, il va dire le premier genre de connaissances, vous savez, c'est les genres de connaissances dans lesquels je suis dans les pâtires. Je ne connais que c'est par quoi je suis affecté passivement.
Alors, c'est les fameux exemples, le soleil me brûle, il est méchant, le soleil me réchauffe, il est gentil. Mais je ne connais rien du soleil. C'est-à-dire, je n'ai aucun rapport des connaissances cause-effet avec le soleil. Mais dans tous les cas, j'ai la connaissance, cette connaissance de premier genre, qui est ça me brûle, il est méchant, ça me réchauffe, il est gentil. C'est un tout petit peu comme quelqu'un qui dirait, voilà, je ne sais pas, Marine Le Pen m'a donné un chocolat, donc elle est gentille. Marine Le Pen m'a donné un coup de pied au cul, elle est méchante. Voilà. Bon, de Marine Le Pen, on ne sait rien. Alors, trop vite, dans une tradition cartésienne opposée à Spinoza, on a passé au deuxième genre de connaissances, au deuxième registre, ça dépend de la traduction, n'est-ce pas? Deuxième genre, au deuxième registre de connaissances, qui va dire connaître par les causes. Alors, connaître par les causes, ça veut dire, bon, tout à coup, j'établis un rapport. Il y a un rapport entre ma connaissance et le soleil, un rapport qui n'est plus moi ou le soleil, un rapport, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance commune, une idée adéquate, une connaissance commune, qui établit un rapport, qui parle de ces rapports entre le soleil et moi. Ce qui va être la réalité, là, ce n'est plus le soleil, ce que je nomme le soleil au moi, ce qui va être la réalité, c'est ces rapports. Je peux connaître quelque chose de ces rapports communs. Comment? Le problème, c'est qu'en Occident, on a vite fait de considérer, de cartésianiser Spinoza. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ben effectivement, il faut sortir du premier genre de connaissance. Il faut sortir du premier genre de connaissance, il faut aller au deuxième genre de connaissance. Mais Spinoza va dire non, 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 pas du tout. Vous ne pouvez absolument rien connaître seulement par le deuxième genre de connaissance. Vous ne pouvez pas absolument rien connaître si vous n'avez pas un corps qui, en tant que corps, pâtit, est touché, subit, n'est-ce pas, souffre, jouit. Vous ne pouvez rien connaître et au contraire, plus votre surface d'affection, plus votre surface d'affection est étendue, c'est-à-dire plus vous êtes touché, et bien plus vous pouvez agir. Vous voyez? C'est-à-dire c'est là où on a fait une mauvaise interprétation trop occidentale, n'est-ce pas, de Spinoza. On va dire, ben, vite fait, passons au deuxième genre de connaissance. Et c'est là où effectivement se pose la question du sens commun. Parce que le sens commun est celui qui va être fondé justement sur ce que les corps agencés peuvent produire comme des images, les images. C'est-à-dire qu'est-ce qui produit les sens communs? Les sens communs produisent des images. Les sens communs produisent des images qui ne sont pas fondées sur des rapports, sont fondées sur ce qui m'arrive. Et alors, c'est là où nous disons, mais attention, il ne faut pas trop vite passer vers cette détestation platonicienne des images, cette détestation platonicienne du corps. Pourquoi? Eh bien parce que si moi, je crois que j'ai à choisir entre le premier régime de connaissances et le deuxième régime de connaissances, eh bien, ce qui risque de m'arriver, c'est que je ne connais plus rien. Parce que si je prétends pouvoir connaître seulement par le deuxième genre de connaissances, eh bien, vite fait, ce qui va se passer, c'est que je vais décoller de toute réalité corporelle. Or, pour Spinoza, la réalité corporelle est la condition de cette connaissance. Et nous, on a beaucoup du mal à articuler, comme tu disais, Jérôme, articuler ces deux niveaux-là. Donc, articuler de façon dans laquelle aucune de deux ça va l'autre, mais dans lesquelles toutes les deux arrivent à avoir une sorte de cohabitation organique. Alors, le deuxième genre de connaissance a sa propre pathologie, pour dire comme ça. Si le premier genre de connaissance, ça signifie vivre dans l'ignorance, non, dans l'ignorance absolue de toute cause, de tout rapport, vivre esclave, effectivement, simplement de ses passions,
n'est-ce pas? Effectivement, alors là, on peut dire qu'aujourd'hui, la politique politicienne, elle est faite que sur le premier genre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les politiciens, ils vous disent, votez pour moi parce que si vous votez pour moi, vous serez affecté passivement par des bonnes choses. Vous voyez? Et ils vous disent, si vous votez pour l'autre, vous serez affecté passivement par des mauvaises choses. Vous voyez? C'est-à-dire que nos politiciens, dans leur médiocrité, projettent leur médiocrité sur les citoyens et ils imaginent, et ils formatent malheureusement aussi, un citoyen qui ne pourrait choisir que par rapport à ses premiers genres de connaissances. Horreur, effectivement, vous imaginez, si seulement on peut choisir sur le premier genre de connaissances, base absolue du populisme, hein, je ne peux choisir, moi, effectivement, je ne peux qu'être dans une sorte de position de barbarie par rapport auquel, eh bien, il n'y a que ma jouissance qui me donne une jauge. Mais il y a une pathologie aussi de deuxième genre de connaissances. Parce que ce deuxième régime de connaissances, s'il se décolle, et il se décolle plutôt plus souvent que rarement, non? Quand le deuxième genre de connaissances, les connaissances par le rapport, les connaissances par la logique, par les causes, tout à coup, prétend à cette autonomie, eh bien, ni plus ni moins arrive l'idéal du monde algorithmique, l'idéal des idiots comme Laurent Alexandre et les post-humanistes qui disent on pourra arriver à une vie sans corps, la dématérialisation, hein, la mort de la mort et tout ce type d'idiotie gravissime, n'est-ce pas? Eh bien, dans cet décollement, dans cette dématérialisation, eh bien, ce qui arrive, c'est que tout à coup, les corps qui pâtissent, les corps qui souffrent, les corps qui sont corruptibles parce qu'ils sont dans le devenir, eh bien, ces corps-là ne comptent plus, n'est-ce pas? Alors, ce sont les macro-projets économiques, hein, qui disent, eh bien, écoutez, ici, il y a une maternité, mais d'après mes calculs, cette maternité n'est pas rentable, n'est-ce pas? N'est pas rentable. Et ici, il y a un hôpital, eh bien, c'est pas rentable. Ici, il y a une école, c'est pas rentable. Ici, c'est-à-dire cette idée de qu'il y aurait une autre nature, une nature dématérialisée, que cette nature-là devrait se substituer à la autre. Bon, nous, tout le XXe siècle était rempli de ces décollages, cette sorte de pathologie de deuxième genre, hein, dans lesquelles les idéologues ils ont construit des mondes parfaits, des mondes dans lesquels effectivement la raison allait gouverner le monde, et tous ces mondes-là ont construit le cauchemar de la raison. Et c'est ce que Spinoza va dire. Spinoza va dire, surtout, ne croyez pas que vous pouvez construire un savoir de deuxième genre, deuxième régime de savoir, en dépassant, en oubliant le premier genre. Alors, la question du sens commun est celle-là. La question que nous devons développer est celle-là. La question que nous devons développer, c'est, et surtout en ces moments, je répète, dans lesquels, entre deux irrationalismes, on est écartelé, soit le scientisme, déviation aux maladies, utilisation de la science, n'est-ce pas, mais négation de la science à la fois, ou le complotisme. Au milieu, la question c'est de dire, mais à quoi est-il fidèle Barthelby quand il dit « je préfère ne pas », n'est-ce pas? D'où parle Barthelby? De quel savoir? De quel savoir du sens commun? Oui, tu voulais dire que Christian, tu voulais intervenir? Non, je croyais que tu avais fini à un moment, c'est pour ça que j'avais rallumé mon micro. Juste une remarque de quelqu'un, de TH Casse-Débat, pardon, Casse-Débat, ah ouais, d'accord. Et en réponse à Jérôme, ce qui est prouvé par les études, c'est l'efficacité des placebos et de l'homéopathie vétérinaire.
Et moi, je voulais revenir sur, te poser une question. En fait, tu as évoqué, les événements qui se sont passés place de la République, récemment au sujet des émigrés, voilà. F on à la télé, sur les réseaux sociaux, on n'a parlé que des violences policières. Mais on est en période de confinement pour des raisons, quand même, je pense, graves. C'est-à-dire que pour éviter une, diffusion, une contagieux d'un virus qui est quand même pas rien, qui est quand même relativement grave. Et il y a des gens qui ont dit: «Ah bah tiens, on va rassembler plein de gens place de la République pour, soi-disant, disons, aider les immigrés». Moi, mon sentiment, c'est pas ça, c'est que les personnes qui ont organisé cette, réunion, c'est des irresponsables. Ils ont mis en danger ces gens-là au lieu de les protéger. Pour moi, c'est pas protéger ces gens-là que de les rassembler et de leur faire prendre le risque d'attraper le Covid-19. Donc voilà, moi je vous dis, il y a des gens qui voient, cette manifestation, ces violences policières, il y en a d'autres qui voient les pauvres émigrés. Moi, je vois il y a eu une prise de risque par certaines personnes, qui que je ne tolère pas personnellement, que je ne trouve inadmissible et que je trouve ces gens irresponsables. Je Voilà. voulais dire, au-delà du débat sur la violence policière qu'il y a eu ces deux soirées-là, ou de la bonne ou mauvaise idée qu'ont eu les associations, ce que je voulais, c'est dire que notre problème aujourd'hui, c'est de pouvoir relégitimer cette position que je disais, cette position d'éthique fondamentale à la Barthélemy. Pourquoi? Parce que quand une personne, aujourd'hui, en général, jeune ou moins jeune, mais surtout des jeunes, n'est-ce pas, ils disent, pour moi, il m'est insupportable les traitements qu'on fait dans mon pays des étrangers, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je pense qu'il est très important que nous, on soit capables de légitimer cette position, n'est-ce pas? Il est très important qu'on puisse être capable de légitimer comme un premier pas. Après, il faut travailler sur le sens commun, n'est-ce pas? Mais il me semble fondamental de pouvoir légitimer cette première position, qui est une position qui effectivement va fonder un imaginaire contestataire, subversif, mais que c'est une première position fondamentale qui est la position de dire je préfère ne pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que, à moi, il me semble fondamental de pouvoir relégitimer et respecter une position qui, justement, est une altérité par rapport au fonctionnement. Vous comprenez? C'est pour ça que je prenais l'exemple des migrants. C'est-à-dire que quelqu'un puisse dire je n'ai aucune idée de comment la France et l'Europe pourraient fonctionner mieux si on accueillait bien les migrants. Je n'ai aucune idée. Simplement, et c'est là où il y a l'éthique Barthélemy, n'est-ce pas? Simplement, je préfère qu'on ne traite pas comme ça les étrangers. Vous comprenez? Il me semble que c'est cette position qui aujourd'hui est entre ces deux rouleaux compresseurs qui tente de l'écraser parce que cette position est la seule position, de notre point de vue, d'une éthique radicale et profonde, qui est une éthique à partir de laquelle nous pouvons penser les sens communs, n'est-ce pas? Les sens communs, non pas donc comme l'ignorance, mais comme la condition de toute pensée rationnelle même. Voyez? Alors, à moi, il me semble que la technocratie actuelle est arrivée malheureusement à s'intoxiquer, n'est-ce pas, à coloniser nos têtes à tel point qu'effectivement, on a du mal à accepter de nous-mêmes cette position fondamentale qui est la position de dire d'abord, je préfère ne pas. D'abord, je préfère ne pas. Vous voyez? Alors, effectivement, on pourrait dire, bah, il y a le lépéniste d'en face qui va dire, eh bien, moi, je préfère qu'il n'y ait pas
des étrangers ici? Eh bien oui, bien entendu. C'est-à-dire, lui, il parle de son vécu et l'autre parle d'un vécu. Et entre ces vécus, il y a une conflictualité avec des corps, avec des affrontements, avec une non-solution parfaite, avec aucune harmonie, n'est-ce pas? Il y a une conflictualité. Effectivement, il y a une conflictualité. Ça ne veut pas dire que l'essence commun a raison. Parce que l'essence commun est justement ces vécus conflictuels, obscurs, très profonds, non ordonnables. Alors, effectivement, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons que même les fascistes sont obligés de jouer la carte d'une Marine Le Pen qui essaye de cacher son fascisme, n'est-ce pas? Son racisme, sa xénophobie, son antisémitisme profond. Il essaye de cacher tout ça en se déguisant en fonctionnaire. C'est-à-dire que voilà la grosse fasciste Le Pen en train de dire, moi, à vrai dire, je suis une technicienne comme l'autre. Si vous me suivez, vous verrez. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces rouleaux compresseurs ne laissent pas la place à quoi? Ben, ne laissent pas la place à ces corps en conflit, à ces corps qui ne sont pas d'accord, à ces corps qui parlent des vécus, qui sont des vécus des corps qui ne sont pas traduisibles ni exprimables dans des modèles rationnels, n'est-ce pas? C'est là où il ne s'agit absolument pas d'idéaliser ce qu'il y a derrière les je préfère ne pas. Simplement, il est absolument clair qu'une société qui n'accepte plus les je préfère ne pas, une société dans laquelle tout le monde, y compris les fachos, sont obligés de fonctionner au nom du même objectif, eh bien cette société elle est très malade. Cette société est très malade parce qu'effectivement c'est une société qui prétend décoller des corps et administrer la vie d'après une sorte de réussite totale du biopouvoir et de la biopolitique. Oui, je ne sais pas, nous, on comptait avancer à partir de ces je préfère ne pas, mais je regarde l'heure. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il y a des interventions, des demandes. Non, pas de demande de parole. Si, là, il y a quelqu'un, je vois quelqu'un qui… Pardon? Tu vois quelqu'un? Moi, je Oui, vois pas. C'est Anna Anna. qui a Là, la parole. elle dit pas ciao, elle dit je veux parler. Ah bon, bah qu'elle parle alors. Et parle, Anna, apparemment, on t'écoutera. Vous m'entendez là? Oui. Oui. D'accord. Alors par rapport à cette position de je préfère ne pas, je me sens largement concernée parce que, et je suis un peu coincée aussi dans cette posture, c'est que pour la faire courte, je suis à la frontière entre la Guyane et le Brésil et j'ai travaillé l'année dernière en tant que psychologue scolaire dans les écoles. Et en fait, ce qu'on m'a demandé, ce que l'éducation nationale demande, c'est de faire des bilans, des tests de QI à la chaîne pour les enfants d'ici, pour les orienter dans des classes spécialisées, type SECPA, Ulysse, etc. Et donc, j'ai joué le jeu pendant quelques mois. Après, j'ai été sauvée par le confinement. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Évidemment, déjà à la base, les bilans, enfin voilà, les tests de QI n'ont pas trop de sens. Pour moi, c'est un gris-gris occidental aussi. Mais j'ai joué le jeu en essayant de voir en tant que psychologue clinicienne comment je pouvais quand même essayer de mettre un peu d'humain là-dedans, un peu de sens, etc. pour ces enfants qui sont complètement écartelés entre l'Occident et la société traditionnelle amérindienne de leur communauté. Et en fait, je suis arrivée au confinement, j'ai fait le point, j'ai réfléchi, j'ai demandé au rectorat si je pouvais travailler en tant que clinicienne sur ce poste-là, c'est-à-dire ne plus faire des bilans à la chaîne, ne plus passer mon temps à rédiger des conneries pareilles avec des scores débiles, etc. Et bien sûr, ils ont refusé. Et du coup, j'ai préféré ne pas, j'ai préféré me retirer et ne plus travailler dans l'école. Donc voilà, je suis toujours là en train d'essayer de bidouiller des choses avec les associations parce que je me suis installée en libéral, mais je n'ai pas accès aux enfants des écoles parce que c'est des gens c'est des familles qui n'ont pas du tout l'argent, qui n'ont pas du tout cette
habitude-là de faire appel à des praticiens extérieurs. Et du coup, là, je suis dans une position j'ai préféré ne pas être sur le terrain parce que ce qu'on me demandait était complètement irrationnel dans leur hyper-rationalité là, de test de QI. Et du coup, je suis coincée. Pour l'instant, je suis coincée là-dedans, quoi. Oui, moi je vais reprendre ton exemple, Anne, parce qu'effectivement, quand je dis je préfère ne pas, ça ne signifie pas que mon je préfère ne pas est une vérité universelle. Au contraire, le je préfère ne pas nous installe dans un monde de conflictualité et d'altérité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour vous expliquer, non, c'est-à-dire, il y a quelques années, quelques décennies, je crois, un slogan du MRAP, le mouvement antiraciste, qui disait « Un raciste est un homme qui se trompe de colère ». Alors, cet énoncé apparemment si beau est un énoncé qui niait l'altérité, n'est-ce pas? Parce qu'il considère qu'il y a un seul bon mode de fonctionnement. Un homme, une femme qui pense bien ne peut pas être raciste. Ça, qui apparemment c'est tellement agréable à penser, etc., eh bien ça, c'est une dénégation de l'altérité. Pourquoi? Parce que, non, un raciste est quelqu'un qui, en tant qu'être humain, de par son expérience, de par son engagement du corps, eh bien, il est responsable de sa position dans une altérité. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les cas du fonctionnement comme ce qu'explique Anne? Eh bien, on va dire il faut faire des tests. Mais il faut faire des tests, apparaît comme un fonctionnement neutre. C'est scientifique. Il faut faire des tests. Tout ce qui n'est pas comptable, tout ce qui n'est pas comptabilisable, mathématisable, modélisable, n'est pas scientifique, n'est pas bon. C'est un énoncé scientiste, non pas scientifique. Alors on dit, si toi tu ne veux pas faire des tests, ce n'est pas que tu es une autre. C'est là où la question de je préfère ne pas nous positionne à nous en tant que femmes et hommes libres, mais aussi positionne à l'autre et les sort de sa supposée neutralité. Vous comprenez? Parce qu'on dit, moi je préfère ne pas, non pas parce que toi tu es la neutralité et moi je suis un marginal, mais parce que je m'oppose à ta position. Vous comprenez? C'est-à-dire que le je préfère ne pas doit jeter la lumière sur la position subjective de l'autre. Il faut pouvoir démolir, démonter la supposée objectivité du pouvoir, n'est-ce pas? Alors, c'est là où il ne faut pas rester au premier genre. C'est-à-dire, le premier genre est fondamental, je préfère ne pas. Et c'est là où Anna, effectivement, doit chercher des alliés, des amis, des arguments, n'est-ce pas, pour s'opposer. Mais le je préfère ne pas, voyez, qui provient des sens communs, a comme fonction justement, d'une part, dire, c'est positionner dans sa subjectivité, dans sa faille, dans sa position dans le monde, n'est-ce pas? Mais aussi de mettre la lumière sur l'autre. C'est-à-dire que Macron, etc., ne sont pas des technocrates neutres qui disent ce qu'il faut faire. Ce sont des adeptes d'une théorie archi-réactionnaire, néolibérale, qui considère l'être humain et les vivants comme de la matière première, n'est-ce pas, et les humains comme des ressources humaines. Donc, je préfère ne pas. Et ce premier geste, qui pas seulement nous positionne, mais positionne l'autre en les descendant du piédestal de la neutralité. Vous comprenez? C'est-à-dire que il est fondamental ces pas-là, parce que c'est à partir de ces pas-là que nous pouvons commencer à théoriser, à construire des hypothèses, à construire des mouvements, n'est-ce pas? Parce que nous disons, je m'oppose à quelqu'un parce que toi, tu es quelqu'un comme moi. Tu es quelqu'un qui a une position subjective, concrète, qui n'est pas un universel. Vous comprenez? On nie les caractères universels de neutralité de l'autre. C'est pour ça que cette idée de sens commun, je disais tout à l'heure, quand moi je dis je préfère ne pas, en face de moi, il y a un lépénien merdique qui dit mais moi je préfère pas des métèques. Très bien, mais au moins on est dans cette confrontation, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui disons la mission, la première mission, la première tâche fondamentale, c'est de déconstruire
ces mondes supposément objectifs de la modélisation algorithmique, ces mondes du fonctionnement dans lesquels ceux qui sont dans le fonctionnement sont dans une normalité sans altérité. Vous comprenez? C'est ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la non-altérité du monde algorithmique. Les mecs, ils disent, je fonctionne. Si toi, tu as un autre mode de fonctionnement, bienvenue, viens me dire. Et nous, on dit non, mon pote, toi, tu ne fonctionnes pas. Toi, tu as un projet subjectif, partisan et partiel des quadrillages économiques et réactionnaires du monde. Et moi, j'ai un autre projet, vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée de ces premiers pas éthiques, qui est indissociable du sens commun, hein, de ces corps qui, parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils pâtissent, pourquoi est-ce qu'Anna ou n'importe qui d'autre, tout à coup, préfère ne pas? Eh bien, il préfère ne pas parce que par son expérience, qui n'est pas toute énonçable, vous comprenez, surtout, c'est pas toute énonçable, elle n'est pas toute rationnelle. Il y a quelque chose que mon corps dit non. Vous voyez? C'est pas très compliqué. Moi, je me souviens, je sais pas, j'étais loin d'être un philosophe, un épistémologue. Quand j'avais 5 ans, je voyais les Indiennes boliviennes assises par terre à la porte des marchés chez moi à Buenos Aires, qui vendaient des citrons, et qu'ils n'avaient pas le droit, les Indiennes boliviennes, d'entrer au marché pour vendre. Eh bien, moi, je voyais ça et je préférais pas. N'est-ce pas? Mais tous ceux qui sont des papas et des mamans, vous savez que nos enfants, rarement nos enfants sont si mal élevés, pour dire comme ça, que quand ils voient un SDF par terre, ben, ils préfèrent ne pas. Vous comprenez? Il y a un je préfère ne pas qu'il faut garder parce que c'est ces trésors-là à partir de lesquels on existe. Alors, une fois encore, mais peut-être dans une position effectivement d'une jouissance horrible, quelqu'un préfère oui. Il préfère ne pas aider les SDF, préfère ne pas aider cette indienne. OK, mais au moins, on est dans un régime, on est revenu à un régime d'altérité, un régime de conflictualité et même d'opposition et de bagarre. Vous comprenez? Parce que si nous ne sommes pas capables de démonter les dispositifs de fonctionnement, eh bien, on n'a pas contre qui se bagarrer. Parce que l'homme normal, la femme normale, les êtres du fonctionnement, ils se prétendent sans altérité. Tout le monde désire ça. Et désirer, c'est désirer ça. C'est là où il faut dire non. Désirer, c'est pas désirer ça. Il y a une nouvelle demande de prise de parole de Jérôme. Jérôme, tu peux reprendre le micro. Essaye d'être court parce qu'on arrive à la fin. Oui, c'est juste un exemple par rapport à l'obligation d'instruire les enfants à l'école, hein, en fait, à partir de l'année prochaine. J'étais beaucoup en contact avec plein de parents qui ne préféraient ne pas mettre leur enfant à l'école parce qu'ils ne voulaient pas que leur enfant ait de masque, hein. Ils ne préféraient pas que leur enfant allait à l'école parce qu'ils trouvaient que l'école allait trop vite et ne prenait pas en compte leur enfant. Et en face de ça, ils se sont retrouvés tout d'un coup décrétés à cause du terrorisme sur une vérité. Il y a la lutte contre le terrorisme et on ne veut plus voir la complexité de l'ensemble des situations des gens qui ne scolarisent pas leurs enfants. Mais du coup, il n'y a plus de conflictualité, effectivement. Il y a juste il y a le terrorisme, c'est une vérité, et puis tout doit s'y plier, en fait. Oui, bah, effectivement, si tu veux, bon, d'une part, deux choses, non? Je répète, il ne s'agit absolument pas, dans la revendication du sens commun, de tomber encore dans une dualité manichéenne. C'est-à-dire, il n'y a que le sens commun des je préfère ne pas et c'est tout. Effectivement, les je préfère ne pas est le point initial pour se mettre au boulot, n'est-ce pas? Pour se mettre au boulot, de penser, de théoriser, en faisant très attention de ne pas décoller. Et c'est je préfère ne pas. N'est-ce pas? OK. Alors après, une fois encore, quand les gens préfèrent ne pas amener les mômes à l'école à cause des masques, bon, ok, je préfère ne pas est très important dans toute la tradition de l'éducation populaire, n'est-ce pas? Parce que l'éducation populaire souvent est tombée dans les pièges dès qu'il fallait instruire les braves peuples.
Or, l'éducation populaire, telle comme en Amérique latine était construite par Paulo Freire, non, était de dire, non mais les gens savent. C'est important de savoir qu'est-ce qu'ils savent, les gens. Ce savoir-là n'est pas bon en soi, mais on n'est jamais face à une feuille blanche ou à une feuille tachée d'erreurs, vous comprenez? On n'est jamais face à une feuille blanche ou à une feuille tachée d'erreurs. On est face à des corps que même parce que pâtissants, connaissent. N'est-ce pas? Alors donc, de ce point de vue-là, effectivement, on ne peut pas rester dans la seule idée de dire, bon, ils préfèrent ne pas, donc c'est bon. Je préfère ne pas, c'est un appel à la recherche, un appel à une rationalité non rationaliste. Pourquoi je préfère ne pas? Pourquoi ces parents préfèrent ne pas? Et alors, juste l'autre partie de ton intervention, Jérôme, effectivement, c'est-à-dire le terrorisme est la solution idéale pour tous les puissants du monde qui ont envie de procéder à des dérives autoritaires, parce que le terrorisme, dans son horreur archi-réactionnaire, justifie toute dérive autoritaire parce que ce n'est plus le temps de parler. Mais on voit bien comment la dérive autoritaire, elle déborde largement le terrorisme. La dérive autoritaire est quand quelqu'un commet, je ne sais pas, la bouffonnerie de dire qu'on est en guerre contre les virus, n'est-ce pas? Vous imaginez, le virus est un être qui n'est même pas vivant, alors il doit s'en foutre pas mal dès que Macron lui déclare la guerre, vous voyez? Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette dérive autoritaire, comme ça, toute calquée de la réponse au terrorisme, effectivement, n'est-ce pas? Qui est de dire, il n'est plus le temps de penser. Il y avait un ministre de triste mémoire, Premier ministre de la France, qui a dit, face aux attentats horribles du Bataclan, etc., non? Il a dit, comprendre, c'est déjà justifié. Bon, c'était la preuve que ces mecs, ils ne comprenaient rien du tout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au contraire, c'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qui se passe. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas agir. Mais on voit bien la tentation autoritaire de cet ancien Premier ministre, n'est-ce pas? Qui est d'essayer d'aller emmerder les Barcénolais il y a peu de temps, non? Et alors, effectivement, c'est-à-dire, c'est cette idée de dire, écoutez, maintenant, il n'y a plus rien à comprendre. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'existez pas, parce que vous êtes une erreur de la nature. Vous voyez? Alors, effectivement, c'est là où l'idée, c'est d'essayer aujourd'hui de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'il peut émerger à partir de l'expérience de ces sens communs, qui est l'expérience des corps qui vivent. Hein? C'est les prochains chapitres, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé jusque-là. Mais effectivement, pour nous, le défi est celui-là. Et bien entendu, comme nous pouvons comprendre de façon non cartésienne la position spinoziste du rapport entre les premiers régimes, les premiers genres de connaissances et les deuxièmes genres de connaissances, n'est-ce pas? N'est pas de comprendre comme on les comprend en général, de dire ah, il faut dépasser les premiers genres. Les premiers genres ne peuvent pas être dépassés. Le dépassement du premier genre est la construction de toutes ces idées aberrantes d'un monde pour d'autres êtres humains que ce n'est pas nous, n'est-ce pas? Un monde dans lequel, pour être d'accord avec ces projets, eh ben, il ne faut pas avoir un corps, il ne faut pas avoir des désirs, il ne faut pas avoir des désirs obscurs, il ne faut pas avoir des pulsions, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ces corps-là qui, en devenant transparents, ne deviennent pas corps. Or, vous savez, par rapport à la transparence, eh bien, par rapport à la transparence, c'est très drôle parce qu'avec tous les mécanismes actuels de surveillance qui sont désirés, hein, c'est-à-dire les panoptiques qui étaient une prison, aujourd'hui est devenu désirable. On veut être transparent. Alors, on se rend transparent dans les blogs, dans Twitter, on se rend transparent parce qu'on fait les choses pour les montrer sur Facebook, etc., n'est-ce pas? Mais en plus, il y a les caméras de surveillance, il y a... Bon. Dans ces mondes-là, souvent on entend dire l'homme et la femme normale, cette horreur totale. Eh bien, l'homme et la femme normale, souvent disent
mais finalement, je n'ai rien à cacher. Et bien, c'est là où il y a la clé de cette barbarie. Parce qu'à vrai dire, c'est pas qu'on a quelque chose à cacher ou pas comme contenu. C'est que nous, en tant qu'êtres vivants et en tant qu'êtres humains, eh bien, nous sommes constitués par un fondement qui reste dans un angle mort pour nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on n'a rien à cacher ou qu'on a quelque chose à cacher. C'est que pas tout est montrable, mais non pas parce qu'on cache, vous comprenez? Pas tout est montrable et pas tout est évident, mais non pas parce qu'on cache, mais parce qu'effectivement, il y a une non-représentabilité dans un ensemble, dans un dispositif complexe. Donc, cette idée-là, effectivement, et cette idée de dire c'est je préfère ne pas, souvent émerge plutôt de cette dimension subtile, profonde, que ne sont pas clairs même pour nous, n'est-ce pas? Les mômes qui passent dans la rue et qui voient un SDF et qui préfèrent ne pas, bah, d'où surgit ça? Et bien, surgit des dimensions très profondes, subtiles, non représentables, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas qu'il y a un contenu caché, c'est que l'idéal totalitaire du fonctionnement dans lequel il faut tout montrer, il faut être tout à fait clair, eh bien, cet idéal totalitaire, eh bien, aujourd'hui, c'est cet idéal aujourd'hui désiré par nos contemporains d'un pur fonctionnement. Je vois que c'est un tout petit peu l'heure qu'on avait fixée pour finir le blabla. On a même dépassé, mais c'est pas grave. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est, on a essayé avec Bastien de aussi répondre dans les contenus d'aujourd'hui à un texte que Vonia nous a fait parvenir. À vrai dire, encore une fois, même si c'est une bouteille à la mer, hein, l'idée, c'est un tout petit peu de que peut-être d'ici à notre prochaine séance, on vous donnera la date par mail et ça sera aussi dans le site du collectif, hein, ça sera en décembre. Si vous avez des questions, des interventions, des choses par rapport au contenu du séminaire, nous, avec plaisir, on va bien structurer un tout petit peu les séances des séminaires en tenant compte c'est que, bon, voilà, ça vous intéresse. Alors, vous pouvez le faire en répondant soit au mail que Christian envoie comme collectif malgré tout, soit en adressant directement au site du collectif malgré tout. Dans tous les cas, c'est fortement souhaité. Alors, si quelqu'un veut dire quelque chose… Bah, rapidement, moi, si je peux. Donc, tu parlais de transparence. Je vous conseille cet ouvrage qui parle justement de transparence. Et d'autre part, c'est lequel? On n'a rien vu. ah bon, bah, je suis C'était trop désolé. transparent, là. Mortelle transparence. Le titre, c'est Mortelle transparence. Alors, je sais pas, moi, je le vois. Bon. Et oui, pour le prochain, j'aimerais bien que tu développes le concept de commun, de sens commun que tu as évoqué à plusieurs reprises. J'aimerais bien que tu le développes pour la prochaine fois, si c'est possible. Mais absolument. Le sujet de la prochaine fois, c'est-à-dire on a essayé aujourd'hui circonscrire, non, de limiter quand même de quoi on parlait quand on parlait sens commun. Maintenant, il faut effectivement essayer de comprendre de quoi il est composé, ces sens communs. Aujourd'hui, le pas, accompli ou pas, je ne sais rien, mais les pas étaient de montrer de quoi on parlait quand on allait parler sens commun, en fondant cette altérité et comment cette altérité aujourd'hui n'a pas le droit de citer. Alors oui, effectivement, on essaiera pour la prochaine fois d'aller vers le contenu. Mais moi aussi, je vais passer une annonce parce qu'avec Teodoro Cohen du collectif Malgré tout, on a sorti ces bouquins-là, mais c'est seulement pour le moment, il est sorti en Italie. Ce sont ces 5 leçons autour de la complexité et pour les italophones. Bon, sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, toi, tu as quelque chose à dire ou sinon tu t'étais… À jamais. À jamais, ouais, absolument.
Et bah, écoutez, merci beaucoup. Et visiblement, la prochaine fois, ça sera encore par télé.